d'utiliser les données du projet Opération Fourmi. Donc, c'est un projet qui a eu lieu dans le canton de Vaud en Suisse en 2019. Et on a eu des volontaires qui sont allés sur le terrain et ils ont récolté des échantillons de fourmis de façon plutôt opportuniste, comme vous pouvez voir sur la carte. Et les échantillons ont été identifiés par des experts. Et, pendant la même période, on a eu aussi un échantillonnage scientifique dans la même région, du coup avec un protocole d'échantillonnage aléatoire stratifié, ce qui veut dire que dans chaque site d'étude, on va avoir un nombre de points dans chaque qui est proportionnel à la surface du milieu. Donc là, vous pouvez voir les sites de l'échantillonnage scientifique et les deux ensemble sur la carte. Et en fait, comme vous pouvez voir dans le jeu il y a beaucoup plus d'observations. Par contre, il y a un fort biais d'échantillonnage spatial puisque il y a beaucoup de points de région humaine. Donc, dans le cadre de notre étude, on a posé deux questions. Est-ce qu'on peut utiliser ces données relativement biaisées pour étudier leur distribution dans le camp? La première question, on a voulu marquer la psychologie des fourmis. Donc, c'est la région. On a donc l'environnemental comme la température. Et on a fait une ACP pour extraire les premières composantes principales. Ça va définir l'espace environnemental dans le calculer la fréquence d'observation de chaque espèce, de jeux de données scientifiques à droite et celui des volontaires à gauche. On peut calculer le recouvrement des émissions avec une valeur maximum. Et puis, si on binarise, on peut voir donc les données psychologiques, la partie couverte par les deux jeux de données et en bleu, celle par le jeu de données en vert à droite, celle par le noir. Du coup, voici l'exemple pour deux espèces. Donc, pour la majorité des espèces, on a eu des résultats similaires à l'espèce Formica praesyllabris à droite. Pour cette espèce, on va avoir un bon recouvrement d'indices écologiques avec un indice de recouvrement élevé. Par contre, ce n'était pas le cas de toutes les espèces, puisqu'on va voir que pour l'espèce Formica pisca, qui est pour vous à droite, on va avoir quand même une différence avec un recouvrement partiel qui part vers des températures plus élevées. On voit que les données statistiques sont utiles pour caractériser la niche écologique des espèces, mais on a quand même quelques exceptions. Donc, en ce qui concerne la distribution des espèces, là aussi, on a utilisé les deux jeux de données séparément pour chaque espèce. Et on a qualifié des modèles de distribution d'espèces avec un algorithme gradient boosting avec 8 prédicteurs pour chaque espèce. Et donc ici, vous pouvez voir les prédictions pour la première espèce qu'on a vue avant, celle avec un bon recouvrement. Donc vous avez les cartes d'adéquation d'habitat dans le canton de Vaud et vous pouvez voir qu'elles sont similaires entre le jeu de données scientifiques, donc à gauche, et le jeu de données des volontaires à droite. Et si elles correspondent bien à nos connaissances sur l'écologie de cette espèce. Donc si on compare les prédictions, on peut voir qu'il va y avoir une corrélation entre les prédictions des deux jeux de données. Évidemment, ce n'était pas le cas pour toutes les espèces. Si on reprend notre espèce à recouvrement partiel, on voit là que les cartes d'adéquation montrent que les prédictions des deux jeux de données diffèrent. Et comme on s'attend, la corrélation entre les prédictions est beaucoup plus faible. Du coup, si on fait un peu un tableau récapitulatif, disons des résultats, on va voir que pour la majorité des espèces, la corrélation entre les prédictions selon le jeu de données scientifique et selon le jeu de données des volontaires sont relativement élevées, surtout pour des espèces spécialisées soit dans des habitats naturels, par exemple des forêts, ou des habitats urbains. Mais par contre, pour des espèces qui sont plutôt des généralistes, donc on trouve que dans les habitats urbains et dans des forêts, ou pour des espèces qui sont de petite taille, donc difficiles à détecter, ben alors dans ce cas-là, on va avoir une corrélation qui est beaucoup plus faible. Et donc, ceci nous indique que les données de sciences participatives peuvent être utiles pour étudier la niche écologique des espèces et leur distribution, mais il faut un peu prendre en compte les caractéristiques des espèces qu'on étudie.
Donc, tout ça est très bien, mais en fait, on s'est posé la question de savoir s'il était quand même pas possible d'améliorer la fiabilité de ces données de sciences participatives. Et du coup, comme on a vu au début, le problème, c'est que ben, les volontaires ont tendance à suréchantillonner les habitats urbains. Et du coup, ce qu'on voudrait savoir, c'est quelle est la fréquence de cette espèce euh, dans les habitats urbains. Par exemple, on s'attendrait, si on utilisait un jeu de données non biaisé, comme par exemple notre jeu de données scientifique. Du coup, pour faire ça, la première étape, c'était d'identifier des régions dans la zone d'étude qui ont des conditions environnementales similaires. Donc, une fois encore, on a repris nos variables environnementales et on a fait une analyse de clustering cette fois. Du coup, on identifie des régions comme par exemple en vert, vous pouvez voir les régions plutôt urbaines. Donc, la deuxième étape, c'est de prendre les observations. Donc, ça, c'est les observations de l'espèce à recouvrement partiel qu'on a vu avant. Donc, pour le jeu de données scientifiques et celui des volontaires. Et là, on peut calculer la fréquence d'observation de l'espèce dans chaque cluster. Par exemple, on peut voir là que dans le cluster 1, on va avoir un suréchantillonnage du jeu de données scientifiques volontaire par rapport à celui des scientifiques. Du coup, sur la base de ce tableau, on va vouloir sous-échantillonner le jeu de données des volontaires pour en fait enlever, entre guillemets, des observations des clusters qui sont suréchantillonnés et à la fin finir avec le même pourcentage, la même pourcentage d'observation d'espèces par cluster dans les deux jeux de données. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Et donc là, vous avez les résultats qu'on avait avant, les cartes d'adéquation d'habitat. Donc, si cette fois on prend le jeu de données des volontaires qui a été corrigé, on va voir que cette fois la carte d'adéquation est un peu intermédiaire entre les prédictions scientifiques et volontaires non corrigées, mais qui s'en rapproche plus des prédictions scientifiques. Et si on passe au recouvrement des niches qu'on a vu au début de la présentation, ben, si on compare le recouvrement de la niche des fourmis selon les scientifiques et selon les volontaires avant la correction, donc représentés comme des points, au recouvrement entre le jeu de données scientifiques et des volontaires après la correction, donc en box plot, vous pouvez voir qu'il y a une augmentation pour toutes les espèces. Et cette augmentation est d'autant plus notable quand les espèces avaient de valeurs de recouvrement plutôt faibles. Donc, ce qui nous indique que cette correction du biais d'échantillonnage semble être un peu efficace pour enlever une partie de l'impact du biais. Donc, pour conclure, on peut voir que même avec un biais d'échantillonnage spatial, les données de sciences participatives peuvent être utilisées pour étudier la niche écologique des espèces de fourmis et leur distribution. Par contre, ceci dépend de leurs caractéristiques, comme par exemple espèces généralistes ou spécialistes. Et parfois, il faut appliquer une méthode de correction. Et éventuellement, par exemple, on peut combiner les données des volontaires corrigés avec les données scientifiques pour augmenter notre sample size. Et du coup, je voudrais remercier tous les membres du groupe EcoSpat dans lequel j'ai fait ce travail, ainsi que nos collaborateurs à l'Université de Lausanne et au Musée de géologie de Lausanne. Et comme je dit avant, donc maintenant je suis doctorante au laboratoire d'écologie alpine au LECA à Grenoble. Du coup, là aussi, j'utilise des grandes bases de données avec beaucoup de données de volontaires, mais pas seulement. Et on utilise ces bases de données pour étudier l'importance relative des déterminants des distributions d'invertébrés en Europe, comme le climat ou l'utilisation des sols, pour les fourmis et d'autres groupes. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Bonjour, merci beaucoup. J'ai deux sous-questions. En considérant qu'il n'y ait pas de faux positifs par les citoyens, du coup, il y a une aire de distribution qui est quand même plus importante sur certaines espèces, en tout cas celle où tu nous as montré qu'il n'y avait pas les mêmes réponses, qui, j'ai l'impression, est perdue quand tu fais ton apport avec la science. Et ma deuxième sous-question, c'est que du coup, tu es obligé d'avoir des données à la fois scientifiques et de citoyens. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de correction plutôt surface justement de l'habitat potentiel ou choses comme ça? D'accord.
merci beaucoup pour tes questions. Du coup, pour la première question, effectivement, c'est un désavantage. Donc, si on voit la correction des prédictions, on va voir quand même que, comme il est dit, le résultat après la correction est intermédiaire. Du coup, on ne va pas perdre toute l'information du jeu de données des volontaires. Mais c'est vrai que, par exemple, si on a une observation dans un endroit avec des conditions très différentes du jeu de données des scientifiques, ben, dans ce cas, cette information sera effectivement perdue. Du coup, par exemple, on peut se demander si au lieu d'essayer de correspondre directement les fréquences d'observation par groupe environnemental, on pourrait simplement pondérer, par exemple, pour ne pas perdre toute l'information. Et pour ta deuxième question, en fait, si on corrige par la surface de l'habitat dans la région dans la région d'études, le problème, c'est que ben, pour des espèces qui ont un habitat très spécifique, très restreint, ben, je pense que ça pourrait induire un biais, alors que le jeu des scientifiques, normalement, en tout cas avec notre protocole d'échantillonnage, il représente correctement toutes les régions. Donc, on sait qu'il n'y a pas de biais. Effectivement, il y a besoin de données donc scientifiques, mais en tout cas, nos collaborateurs qui font ce genre de protocole d'échantillonnage, ils considèrent que pour eux, c'est trop compliqué de faire campagne d'échantillonnage pour avoir des données qui peuvent être après comparées. Oui, moi, c'est presque plus un commentaire qu'une question, mais je trouve gênant, peut-être je dirais maladroit, d'appeler une méthode de correction le fait de simplement mettre de côté ou ne pas prendre en compte les trois quarts des données des citoyens. Et je pense que si j'étais volontaire, je ne serais pas très content d'apprendre que tout le boulot que j'ai fait, bah, pour des raisons de biais, on le met de côté. Alors, je pense que soit il y a peut-être deux solutions. Il y a peut-être repondérer ou reprendre toutes les données citoyennes, mais avec pondération ou des corrections de biais. Ça serait une solution. Mais presque ce qui serait le plus intelligent, c'est d'avoir une boucle de rétroaction pour expliquer ça aux participants et faire en sorte qu'ils se répartissent mieux, donc trouver des animations, des choses pour que ce biais soit corrigé en amont. Voilà, Oui. c'était juste un commentaire. Ouais. Ben, du coup, là, ouais, je suis d'accord que méthode de correction, bah, c'est relatif. Là, on a utilisé ce mot parce que ça s'est développé d'autres méthodes qui ont le même but et qui s'appellent des méthodes de correction. Donc, on voulait un peu l'intégrer dans ce cadre-là. Après, pour les volontaires, je sais que dans le cas de cette campagne d'échantillonnage, il y avait quand même une carte avec les observations qui avait comme but de convaincre les volontaires d'aller dans des endroits non échantillonnés. Et il y a eu aussi des membres du muséum qui sont partis avec des volontaires dans des endroits qui n'étaient pas très échantillonnés. Mais ça n'a pas vraiment changé le biais d'échantillonnage à la fin. Et en connaissant d'autres bases de données et d'autres programmes, c'est vrai qu'il y a un très grand problème de billets, surtout que dans le canton de Vaud, on a quand même des régions assez, avec grande élévation, beaucoup de montagnes où c'est vraiment difficile d'accès. Donc, c'est assez compliqué d'avoir des gens qui vont visiter ces régions. Après, pour la pondération, je suis d'accord. Au début, on partait plutôt sur cette méthode. Mais comme la pondération peut être faite avec différentes façons, on a préféré faire directement en fait, matcher les fréquences. Comme ça, on était sûr du degré de la correction. Merci pour la présentation. Moi, c'est pour rebondir sur ce qui a été évoqué là sur les données de sciences perspectives. J'ai peut-être loupé quelque chose, mais tes données, elles sont complètement opportunistes? Oui, elles sont complètement opportunistes, ben, à part le fait qu'il y a eu quand même une communication avec l'intention de... Ouais, alors du coup, moi, c'est un autre commentaire, mais ne pas généraliser le fait que les données de sciences participatives soient toutes opportunistes, elles ne le sont pas. Et à la place de tes suivis scientifiques, tu aurais pu avoir des données de sciences participatives complètement protocolées, en Non, mais fait. non, c'est clair. Oui. Donc, c'est juste dans le jargon, ne pas généraliser les sciences participatives comme étant que des données habillées et opportunistes, parce que c'est un énorme gradient, en fait, qui va de protocolé à opportuniste. Non, non, c'est clair. Il y a aussi des données scientifiques qui ont grand biais parce que justement, elles ne sont pas faites avec un protocole.
Prêt? Quelqu'un qui a le programme? Il y a quelqu'un qui a le programme? C'est qui le nom? Ah, Gabrielle. Gabrielle, elle ne peut pas parler. Elle a fait du terrain, elle a mauvaise idée de faire du terrain, du coup elle a une bronchite, donc elle est avec nous à distance, mais elle n'est pas capable de parler. Mais non, c'était Anne-Sophie, ouais. Ah ouais, c'est ça, c'est bon. Donc du coup, on a gagné du temps, quoi. Ah, attends, je te fais ça. Ouais, alors attends, je fais comme ça. Je fais un coup. Je suis en train de quoi faire? Ok. Donc, comme on le sait, les infrastructures humaines, elles peuvent avoir des effets sur la globale. Par exemple, là, on le voit avec l'effet des routes, l'effet des éoliennes ou l'effet du réseau électrique. En fait, comprendre et être capable de prédire notamment la distribution spatiale de ces risques, ça peut aider à les atténuer. Et donc, dans cette présentation, je vais focaliser sur le troisième exemple présenté, et notamment sur l'interaction entre les cigognes et les piles électriques. Donc, les cigognes blanches, elles ont été en augmentation dans plusieurs régions de France. Et en parallèle de cette augmentation des tailles de population, on voit qu'elles nichent de plus en plus sur des pylônes dans certaines régions. Et ça peut causer des problèmes à la fois pour les oiseaux et pour le réseau électrique via des coupures. Mais il existe des solutions pour éviter ces problèmes. Et donc, dans ce cas-là, il y a intérêt à essayer de comprendre en fait où vont se trouver les risques d'installation des cigognes sur les pylônes. Donc, dans ce contexte, là, je travaille sur un projet depuis mai qui cherche à prédire les dynamiques de colonisation des pylônes par des cigognes blanches nicheuses. Et ce projet, il est structuré en 3 sous-objectifs. Le premier, c'est d'essayer d'identifier les habitats de reproduction favorables pour les cigognes et de regarder le recouvrement entre ces habitats et la distribution des pylônes. Le second objectif, c'est d'essayer d'identifier les facteurs qui vont faire que les cigognes vont s'installer sur des pylônes et pas sur d'autres types de structures. Enfin, l'objectif final, c'est d'essayer de projeter en fait la distribution des nids de cigognes sur des pylônes d'ici à 2030. Et donc, je vais montrer quelques résultats préliminaires pour la première partie et puis je vais ouvrir les 2 autres axes à la discussion. Donc, pour le premier sous-objectif, on a utilisé une combinaison de données sur la localisation de nids de cigognes en France et des variables environnementales. Pour les nids de cigognes, c'était une enquête réalisée en 2021 qui a amené à un peu plus de 5000 localisations de nids. Si on compare juste avec l'Atlas des oiseaux de France qui recense en fait les zones où on observe pour la cigogne pendant la saison de reproduction des cigognes, pas forcément des nids, on voit qu'on a une bonne couverture sauf dans les 2 régions là qui sont mises en évidence. C'est juste parce que les données ne sont pas encore arrivées. Donc là, les résultats que je présente, c'est préliminaire, parce qu'il s'agira après d'inclure ces données dans les modèles. Et en parallèle de la localisation des nids, il y a un certain nombre d'autres informations, et notamment sur quel type de structure est-ce que ces nids sont placés. En termes de variables environnementales, dans un premier temps, je me suis focalisée uniquement sur des données d'utilisation des sols. Et en fait, j'ai extrait ces données d'utilisation des sols dans un rayon de 3 km autour de chaque localisation pour prendre en compte en fait la distance à laquelle les cigognes peuvent aller chercher leur nourriture. Et je me suis focalisée sur des variables, beaucoup de variables de surface, donc de pourcentage de cette zone de 3 km de rayon qui est couverte par différents types d'habitats, mais aussi la longueur totale de fossé et la distance au marais le plus proche. Pour les modèles d'habitat, j'ai utilisé 3 algorithmes de machine learning et j'ai séparé, en fait, j'ai fait deux classes de modèles, en fait, en séparant en 2 zones géographiques. Donc, une sera plus compactée et une qu'on va plus totale. Donc, pour avec les localisations des nids. Et initialement, c'était pour pouvoir tester un
en les évaluant sur une zone avec des données externes. J'ai généré des pseudo-absences dans les zones qu'on voit là dans les polygones, donc dans un rayon de 150 autour des localisations. J'ai séparé à l'intérieur d'une zone, moi je donnais de manière aléatoire 80% de calibration et 20% de validation de fois. Ouais. Donc dans un premier temps, la performance des modèles qui sont évalués avec l'AUC et le True Skill Statistic. Donc en PAL, on voit, donc ça c'est pour chaque modèle, grande classe de modèles pour chaque région. Ce qu'on voit en PAL, c'est les performances de validation donc à l'intérieur de la zone. Et en foncé, c'est les performances quand j'essaye de prédire en fait dans l'autre zone à laquelle le modèle a été construit. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des bonnes performances en interne, mais en fait, dès qu'on essaye de prédire dans l'autre zone, on a un problème de transférabilité des modèles, on perd vraiment en performance. Et ça, c'est particulièrement vrai pour le modèle qui est construit sur la façade atlantique. Et juste pour la suite des résultats, je vais me concentrer sur l'algorithme de forêt aléatoire parce que c'est celui qui amène les meilleures performances. Donc le problème de transférabilité du modèle que j'ai évoqué, en fait, on le voit vraiment là sur les cartes de prédiction. Donc sur ces cartes en noir, c'est les données qui ont été utilisées pour construire le modèle et en blanc, on voit les données de l'autre zone. Et donc on voit notamment sur la façade atlantique, en fait, qu'on prédit très bien en interne, mais pas du tout dans l'autre zone. Et en fait, là, juste un point, c'est qu'il semblerait que pour les données que j'ai pas encore récupérées, le meilleur modèle, ça soit celui qui est entraîné sur la façade atlantique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, j'avais pas, les données sont arrivées au coin du. Et donc au début, j'avais pas non plus les données pour le Cotentin. Et en fait, on reprédisait déjà vraiment bien pour le Cotentin à partir du modèle entraîné plus sur les zones vraiment atlantiques. On reprédisait aussi du moins à large échelle. Ces problèmes aussi de transférabilité, ça se voit donc dans des différences en fait de préférence d'habitat pour les cigognes dans les deux zones. Donc, avec, sur la façade atlantique, une forte importance des zones humides, donc la longueur et notamment la longueur totale de fossé et la distance au marais le plus proche, avec donc une préférence pour des zones proches des marais. Alors que dans la partie plus continentale, en fait, on a moins d'importance des zones humides et en préférence pour des habitats et juste ça fait donc ces différences en fait entre les deux régions, ça fait aussi écho à d'autres différences qu'on peut observer et notamment sur le type de supports qui sont utilisés en fait dans les deux régions. Donc même si on a une grosse majorité dans les deux zones qui sont sur des arbres, en fait, on voit que le fait de nicher sur des pylônes, c'est vraiment quasiment essentiellement dans la zone qu'on a appelée Atlantique. Et le fait de nicher sur des bâtiments, c'est plutôt dans la zone continentale. Donc ça pose des questions en fait pour faire des prédictions pour tout le pays et surtout en fait dans un contexte de potentiel donc d'augmentation de la population et de potentielle colonisation de nouvelles régions de France. En fait, quels sont les modèles, quel est le modèle qui est le plus adapté? Donc là, une possibilité, c'est de faire différents scénarios en fonction de si les individus, si on suppose qu'on a des populations avec des comportements différents, on peut supposer que les individus vont venir d'une population ou d'une autre et avoir des préférences environnementales différentes. Mais idéalement, j'aurais bien aimé avoir plutôt un seul modèle qui prendrait en compte explicitement ces différences locales. Et une piste que j'avais, c'était d'essayer d'utiliser les idées des réponses fonctionnelles généralisées, qui part du principe qu'on peut avoir en fait des différences de préférence d'habitat en fonction de l'habitat qui est disponible autour. Mais ça, du coup, ça nécessite de définir des zones et d'utiliser donc des variables qui vont être spécifiques à région spécifique, et donc de trouver quelles seraient des variables qui pourraient bien représenter l'habitat dans ces régions. Et en fait, ça suppose que ces préférences d'habitat dépendent du disponible, mais en fait, on peut aussi avoir juste des comportements des différences de comportement entre populations qui ne dépendraient pas forcément de l'habitat autour. Et juste pour revenir en fait sur les types de supports sur lesquels elles nichent,
il y a peu de chances, par exemple, qu'il y ait une disponibilité différente en pylône ou en bâtiment entre les deux zones, et pourtant on observe quand même des différences de comportement. Donc tout n'est pas forcément, peut-être pas forcément intégrable dans un seul modèle. Donc pour venir et revenir aux différents axes du projet, donc j'ai présenté les résultats pour le premier axe. J'ai pas montré le recouvrement avec la distribution des pylônes parce qu'à ces échelles larges, en fait, on ne voit pas grand-chose. Mais donc le deuxième axe, c'est d'essayer d'identifier les facteurs qui vont faire que les cigognes vont s'installer plutôt sur des pylônes que sur d'autres types de structures. Donc pour ça, en fait, l'idée, ça va être de tester l'effet de l'habitat autour des différents types de structures, des variables aussi liées à la population, donc la densité de conspécifiques qu'on va avoir autour, la présence de colonies. Aussi des caractéristiques qui vont être individuelles des cigognes, donc l'âge, le sexe, etc. Et les caractéristiques des pylônes pour voir est-ce qu'il y a certains pylônes sur lesquels elles ont plus de chances de s'installer. Et l'objectif qui nous intéresse vraiment, c'est essayer de projeter la distribution des nids de pylônes à court terme. Et donc pour ça, l'idée, c'est d'essayer de combiner en fait, les résultats des deux premiers axes avec un modèle des projections. Et donc là, c'était aussi l'occasion d'ouvrir, voir si vous aviez des suggestions sur est-ce qu'il y aurait moyen de combiner en fait tous ces aspects, des pistes pour combiner tout ça. Voilà. Sachant que les données qu'on aura pour construire le modèle démographique, ce sera donc essentiellement des données de suivi depuis les années 80 dans deux départements de France. Donc là, un suivi vraiment plus intense, qu'on peut combiner avec les données de bagages et de relecture de bagues. Donc là, c'est plus opportuniste pour les relectures sur toute la France, et aussi des comptages dans certaines régions. Sachant qu'on a aussi des données, quelques données de télémétrie, mais qui a priori n'est pas prévu d'utiliser dans ce projet. Voilà, merci. D'accord, on a quelques minutes pour des questions. Merci beaucoup. Super posé, merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur la dynamique des pylônes, qui était en lien avec ton ta dernière suggestion. Tu voulais projeter la dynamique des. Est-ce que justement, avec vos partenaires qui installent les pylônes, il y a des plans à 5 ans, 10 ans, où c'est une installation qui se fait de manière un peu. Alors, a priori, les plans, ils sont à court terme, ils sont déjà faits, quoi. Les mesures, c'est plutôt, en fait, quand des cigognes s'installent sur les pylônes, dans des endroits qui sont critiques, ils sont plus intéressés par la critique pour le réseau que pour les oiseaux, je crois. Mais donc là, l'idée, c'est de déplacer les nids et d'installer des plateformes dans des endroits qui sont moins critiques, donc plus en bordure du pylône ou dans des zones. Donc là, ça va plus être de la mitigation. Enfin, ça va là sur la partie prospective, c'est en lien quand même avec eux, mais là, je pense qu'à l'échelle de 5 ans, c'est déjà complètement décidé parce que des lignes. Et ça, tu peux l'utiliser dans tes projections Utiliser. Où ils vont installer ou bouger des pylônes Oui, dans les 5 ans. c'est des données auxquelles je peux avoir accès. Oui, merci. J'avais peut-être deux questions. Je commence par une. Je n'ai pas compris pourquoi tu avais eu besoin d'ajouter des pseudo-absences en début d'analyse, parce que la donnée est protocolée. Qu'est-ce qui justifie d'avoir eu besoin de rajouter ces pseudo-absences? J'ai hésité, mais alors, en fait, c'est quand même. Donc, c'est plein de gens sur le terrain qui vont essayer de localiser le plus de nids possible. Mais il n'y a pas, y a pas de transect pour chercher les nids. Donc, il n'y avait pas concrètement d'absence dont j'étais sûre. Mais j'ai hésité, en fait. Il y avait des absences quand même. Non, j'ai pas d'absence, en fait. J'ai que Ah, la localisation des nids. Et donc, a priori, je pense que c'est une couverture qui est quand même très bonne. Enfin, comment dire. Je pense qu'on rate peu de nids. Et c'est des compteurs, compteurs au sens comptage scientifique ou c'est des. Non, en fait, en gros, c'est coordonné par la LPO, mais après, ça, c'est chaque antenne locale qui a envoyé des gens qui connaissent le terrain, repérer où sont les nids. Mais du coup, ce que je reçois, c'est juste la localisation de chaque nid, mais je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils ont été cherchés et qu'ils n'ont pas trouvé. Donc, du coup, c'était pour ça que j'avais généré. Enfin, j'ai pas d'absence, en fait.
Et l'autre deuxième question, mais tu la mets en perspective, c'était un des constats de départ, c'est que c'est très agrégé, comme les points de nidification ont l'air d'être très agrégés. Donc, pendant tout le début de la modélisation, on ne tient pas compte, si j'ai bien suivi. Et c'est via la densité des ponts spécifiques que tu espères tenir compte de cette Donc, dynamique d'agrégation. Donc, c'est un truc sur lequel je suis pas sûre. C'est que pour l'instant, en fait, j'ai vraiment pas compte de cette agrégation dans le modèle que j'ai montré. Et là, la partie densité de fonds spécifique, c'est plus pour regarder est-ce qu'elles vont avoir tendance à s'installer sur un type de structure ou sur un autre en fonction de s'il y a des colonies Déjà proches, des. etc. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment intégré dans la première partie du modèle ce côté agrégé. Et je sais pas 100% satisfait de ça, mais j'ai traité chaque nid séparément en fait. Ouais. Et donc je sais pas si. Je pense que ça serait probablement mieux de le prendre en compte, mais je sais pas comment. Une dernière question? Oui, merci. Du coup, j'ai une question qui suit à ça. Donc, tu as montré au début que le nombre a augmenté, mais comment ça a augmenté? Est-ce que spatialement, est-ce que c'est parti de quelques endroits et du coup, ça s'est étalé, ce qui revient à dire que pour le futur, il faudrait continuer à modéliser l'étalement, ou est-ce qu'on sait comment, où est-ce qu'ils sont arrivés? Oui, voilà, comment ça s'est fait l'augmentation du point de vue occupation spatiale? Donc il y a des régions où il y a vraiment eu cette augmentation forte, donc dans le Grand Est, ou notamment Charente-Maritime aussi, où en fait, et en fait après il y a des nouvelles régions qui ont été colonisées. Et là même récemment, il y a eu une observation de nidification qui a été faite dans le Cantal, donc encore dans une nouvelle zone où il n'y a pas, en fait où il n'y en avait pas. Donc, du coup, l'idée, je pense, c'est vraiment de combiner ces nouvelles, l'augmentation de la population et voir en fait où est-ce que ça peut coloniser. Alors, c'est sûr que du coup, c'est pas à l'équilibre avec l'environnement, c'est un point limite. Mais c'est d'essayer de voir quels sont les habitats qui sont favorables pour voir dans quelle zone on a des chances d'avoir des nouvelles colonisations. Je sais pas si ça répond à un parler. Il faut qu'on passe à la suite. Donc, Valentin, ouais. Ah, pardon. Pas de question? Non, c'est bon. C'est super. Hein. On passe à la suite. Ah, je vais prendre une autre session. Voilà. Alors, merde, lundi. Ouais, je sais pas. On va voir. Il y a Internet. Pourquoi il n'y a que toi? Ah oui, c'est. Non, je sais rien. Bon, allez, on va faire le PDF. En bas, là, regarde. Ici, là? Ouais. Ajuster une page maintenant. Non, clique dessus. Mode plein écran. Et après, tu masques le truc là. Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui quelque chose qui m'anime depuis un peu plus d'un an dans mon postdoc que je fais au CEP avec Aurélien Bénard et Nicolas Courvin, où on travaille sur l'utilisation du golfe du Lion par l'avifaune migratrice et résidente. Et notamment, on est sur un grand programme pour comparer les différentes sources de données qui existent et essayer de les combiner, de les comparer, d'y réfléchir, notamment pour estimer, là en l'occurrence de ce que je vais parler aujourd'hui, la sélection de l'habitat pour les oiseaux marins résidents dans le golfe du Lion, pour estimer la sélection de l'habitat. Et je passe. Voilà, ça c'est un concept assez central en écologie qui est mobilisé dans pas mal de sous-disciplines de l'écologie, de la cognition à la conservation. Quelques grandes questions. Et pour étudier la sélection de l'habitat chez les animaux, les deux grandes méthodes ou les deux grandes techniques qui existent, ça va être la télémétrie, où on équipe des individus avec certains individus avec des GPS, et des données de comptage ou de présence-absence. On en a vu des exemples tout au long des 2 journées, où on répète selon des protocoles plus ou moins standardisés.
la collecte de données, mais cette fois à l'échelle de l'espèce, pas le déplacement d'un individu particulièrement, mais on a des données à l'échelle de l'espèce. Ça donne des données qui sont par nature très différentes. Hein. Il y a des données brutes issues de protocoles de survol aérien pour compter les mammifères marins, d'autres des traces GPS. Donc on a des données qui sont de nature très différente, mais qui permettent toutes les deux d'estimer la sélection d'habitat, mais dans des contextes très différents. je ne pensais pas que c'était là, il y a une slide qui a disparu. Sous certaines conditions, je vais voir si ce n'est pas juste après. Oui, voilà. Sous certaines conditions, les modèles qu'on estime à partir de données de déplacement sur certains individus, ils peuvent être généralisables à l'échelle de la population, sous certaines hypothèses biologiques assez fortes, hein, que nos individus ils n'aient pas un comportement à la marge des individus de la population, que la période de suivi est importante pour être cohérente, si les comportements qui ont fait des hypothèses sur le comportement des individus aussi, et si les variables environnementales qu'on utilise pour modéliser sur les individus équipés sont représentatifs de ce qu'on a à l'échelle de la population qu'on considère étudier. On estime quand ces individus explorent toute une gamme de la covariable, pas juste un petit bout d'une gamme de valeurs, par exemple. Il y a beaucoup de travaux actuellement pour généraliser et travailler sur justement la généralisation des données à l'échelle de l'individu à la population. Hein. Marie-Pierre et Pierre, je pense, travaillent notamment. Je reviens en arrière. Et si on considère que ces hypothèses sont respectées, que les individus, la sélection d'habitat estimée à l'échelle de quelques individus est comparable à ce qu'on peut observer à l'échelle généralisable à la population, on peut se poser la question de comparer ces modèles issus de données à la taille au niveau de la population avec des modèles qui permettent d'estimer la sélection de l'habitat, mais à l'échelle avec des données de déplacement. Les modèles ont quelques similitudes pour ce qui est des modèles de déplacement, que ce soit les Step Selection Function ou les Resource Selection Function, SSF et RSF. À partir de données successives de localisation d'un individu, on génère des données disponibles selon certaines conditions, en fonction du modèle qu'on utilise, et on ajuste une régression logistique entre les données utilisées et les données disponibles. Régression logistique en fonction de paramètres d'habitat. Et on estime la probabilité qu'un individu choisisse un habitat conditionnellement à sa disponibilité. Lorsqu'on traite des modèles de distribution, espèces, on a des données de détection et de non-détection, et on a juste aussi une régression logistique en fonction de paramètres environnementaux pour estimer cette fois la probabilité qu'une espèce utilise un site. Donc la similitude qu'on trouve, c'est que ces variables, dans les deux modèles, on estime du coup une préférence relative pour un habitat par rapport à un autre, sous la forme de la pente de la covariable. Et si ces modèles sont comparables, il y a possibilité si on retrouve la combinaison linéaire de prédicteurs environnementaux. Et cette pente de comparable représente la préférence relative pour un habitat par rapport à un autre. Donc on a eu l'idée de comparer dans ces cas-là les différentes inférences et éventuellement de combiner dans un modèle intégré les deux sources de données pour estimer le bêta, donc la pente décomparable de façon conjointe. On a écrit donc tout ça dans un cadre bayésien pour modifier les modèles et on a comparé à chaque fois, d'abord dans un jeu de données, dans un cas d'étude de simulation. On a simulé une aire d'étude avec deux habitats discrets avec une faible corrélation spatiale, A et B, et sur lesquels on a simulé des trajets en fonction d'une préférence prédéfinie pour l'habitat. Donc on a simulé 1000 trajets de 300 pas, voilà, qui considérait notre population d'études, une population fictive. Et on a sélectionné certains de ces trajets pour ajuster des modèles de déplacement en fonction de la quantité de données qu'on voulait observer. Et on a généré des données de comptage comme elles pourraient être, etc. On a simulé une quantité croissante de transects et on a considéré qu'on on comptait l'espèce quand les pas simulés tombaient dans la proximité immédiate des transects pour avoir nos données de comptage.
On a ajusté des modèles de déplacement avec une quantité croissante d'individus, des modèles de distribution d'espèces avec une quantité croissante de données, et on a essayé d'ajuster ces modèles intégrés avec des quantités croissantes, pareil, d'individus. Ce que ça donne, c'est que ça n'a pas chargé, encore une fois. Ah, ça. Eh bien. Bon, désolé. Je ne voulais pas mettre le PDF. Bon, je vous représenterai à la suite, mais je vais juste voir si j'y arrive. Bon. Donc, on a ces données simulées. Ce qu'on a, si je vous guide à travers cette slide, la barre noire, c'est la valeur qu'on a utilisée de préférence d'habitat pour les simulations. Et si vous regardez la ligne en bas, c'est les modèles utilisés avec juste une source de données, soit les données de comptage, soit les données de déplacement. En augmentant la quantité de données, on se rapproche de la valeur utilisée pour les simulations. Et on obtient un résultat similaire parce qu'on passe à l'intégration par rapport à un modèle que vous avez en rose saumon où on a juste des données de déplacement et on ajoute des données de comptage. On se rapproche aussi de cette valeur utilisée pour les simulations et pareillement, lorsqu'on apporte des données de comptage et qu'on rajoute les données issues de déplacement. On a ensuite appliqué ces modèles-là à un cas d'étude, les Stern-Kojek en Méditerranée française. On a essayé d'estimer la sélection de l'habitat en fonction de la distance à la côte et de la profondeur. Les jeux de données qu'on avait, ils étaient assez déséquilibrés. On s'est centré sur la période de nidification, pendant lesquelles les sternes sont attachés au nid, entre juin et août. Et on avait 16 sternes nicheuses équipées dans la zone d'étude, qui ont généré plus de 18 000 localisations. Et par ailleurs, on avait les comptages issus des campagnes de l'Ifremer pendant la même période depuis plusieurs années, qui ont généré des données de détection et non-détection dans une proportion beaucoup moins importante. On a 100 et quelques détections, une grosse centaine de détections. Lorsqu'on a appliqué toujours la même démarche, les modèles de distribution, les modèles de déplacement et les modèles intégrés, on a eu les résultats suivants. On a un signal du modèle intégré qui est beaucoup plus proche du signal des données de déplacement. Vous avez en haut à droite. Avec un jeu de données déséquilibré, on s'y attendait probablement. On a des effets, des tailles d'effet des covariables qui sont différentes, mais elles sont du moins dans le même sens. On a un effet juste linéaire de la profondeur estimée par le modèle de comptage. On a un effet quadratique estimé par le modèle intégré et le modèle de déplacement. Mais ce qui était assez intéressant de regarder, c'est que même dans un cas où on avait des jeux de données très déséquilibrés, on avait un gain de précision associé à la prédiction de la sélection de l'habitat par rapport à un gain de prédiction entre le modèle de déplacement et le modèle intégré. Donc même si on n'apprend pas grand-chose en rajoutant les données intégrées, on arrive à améliorer la précision des estimations. Donc en discussion, on a tâtonné pour construire un modèle qui permet d'estimer la préférence relative de l'habitat. On travaille juste sur la pente de cette variable, qui est soumise à de très fortes hypothèses biologiques pour être valide, pour que ces données, justement, dont j'ai parlé, à l'échelle des individus, des données de déplacement, soient considérables comme étant représentatives de la population. Donc c'est assez... ça peut être respecté, ça marche aussi dans un cadre de RSF où on sera plus proche de ce genre de situation. Ça nécessite de continuer à peut-être de réfléchir à étendre ces modèles avec les travaux actuels qui sont menés pour justement arriver à généraliser plus facilement les données de déplacement à l'échelle de la population. Après, le modèle, il est assez facile, il est assez rapidement écrit, il ne prend pas très très longtemps. À partir du moment où on est familier au cadre bayésien, il est assez court. Et peut-être que ce genre d'étape, ça peut constituer une opportunité un peu intéressante vu
la quantité de ces jeux de données qui existent dans de nombreux contextes en écologie. Voilà, merci pour votre attention et désolé des couacs. Merci beaucoup. J'ai plein de questions en fait. Je parlerai après. La première, c'est sur la nature de tes covariables. C'est des covariables discrètes de caractéristiques du paysage ou c'est les deux? Pour le cas d'étude, Ouais. c'est une variable continue. C'est une variable continue que tu as. Oui. Et pour la simulation de tes trajets que tu as fait pour la simu, Ouais. tu as simulé ça sous quel modèle, tes trajectoires? C'est un correlated random walk avec une attraction à la colonie au point de coordonnée 0. Et comment tu as fait pour mettre l'effet des covariables dedans, du coup? Donc à chaque fois, on simulait un nombre de points atteignables potentiels. Et après, on ajustait, on choisissait le pas suivant en fonction d'un tirage multinomial dans la combinaison linéaire de la covariable. Donc, tu as simulé selon une SSF, quoi, en fait. Oui, voilà. Ok. Merci. Est-ce que tu peux redire au début, quand tu as montré les deux modèles que tu utilises en parallèle? C'est après. Ouais, j'ai pas compris en fait si tu dis si tu as dit que l'interprétation des paramètres était la même dans le modèle de gauche et du modèle de droite, ou si c'était le même paramètre qu'on estimait à gauche et à droite. Dans le modèle intégré, on estime la même pente. La même pente. Pas le même intercept. Et les données qui sont remplies Mais dans le quand tu dis la même pente, c'est-à-dire dans les deux cas, c'est un coefficient qui multiplie la covariable. Oui. Mais est-ce que c'est la même pente du point de vue, je sais pas quoi, du comportement de l'animal ou du. biologie. C'est Ouais. justement ce que j'essaie de décrire du point de vue des hypothèses. Si on considère que c'est la préférence relative d'un habitat par rapport à un autre, c'est comparable, c'est la même pente biologique. Et c'est ça qui est soumis à de fortes hypothèses. Parce que dans le modèle Logit, la pente, ça décrit un rapport de probabilité, en fait. Ouais. Et dans le modèle de Poisson, ça décrit pas un rapport de probabilité. Les deux, ça va être des Logit. Ah oui, d'accord. Mais attends, alors c'est vrai. Ok, pardon. Une dernière question très rapide. Il y avait pas Donc je la pose pas. D'accord, la prochaine présentation? François-Marie? Oui, non, ce matin. Ouais, j'en serai à 10h. Je peux le télécharger. Parce qu'en fait, je le prends pas, je l'ai téléchargé. Au début, je voulais faire Ah, mais je suis sur le navigateur, là, en fait. Ouais. Est-ce que tu veux ouvrir le non, je peux ouvrir en grand, là. Ah oui, bah sinon, attends. Ah, mais je l'ai chargé. Je peux ouvrir le dossier. Bonjour à tous. Moi, je suis là pour. Je vais rabaisser un peu le niveau, je suis désolé. Je suis là pour me faire le porte-voix de ceux que la statistique fait pleurer.
et qui ont des tas de problèmes comme à gérer, et qui ne savent pas forcément trop comment faire, comme comment surpasser les problèmes de collinéarité et de dimensionnalité. Alors, je vais illustrer ça par la thématique sur laquelle je travaille, mais c'est plus pour combler autre chose. Donc, le topo, vous le connaissez, on est de plus en plus nombreux, on est de plus en plus urbain, et la biodiversité n'a de cesse de s'effondrer, notamment du fait de l'urbanisation. Donc, si on veut limiter l'étalement urbain, favoriser la conservation de la biodiversité en ville et tous les services écosystémiques que les espèces rendent aux populations citadines, il y a urgence à mieux urbaniser. Il faut donc que les recherches en écologie urbaine informent les politiques d'aménagement et qu'à l'inverse, les aménageurs urbanistes intègrent les processus biologiques dans leurs travaux. Il faut qu'il y ait du dialogue entre les disciplines. Or, pour l'instant, ce n'est pas tellement le cas pour différentes raisons, et notamment des raisons méthodologiques. Puisque là, en écologie urbaine, la plupart des approches se sont focalisées sur 3 types d'approches, des approches dichotomiques, de comparaison de la biodiversité entre ville et pas ville. Donc, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt en termes d'enseignement pour l'aménagement et l'urbanisme, si on voit plus de biodiversité ou une biodiversité de tel type en forêt et pas en ville, faut pas faire de ville, faut pas urbaniser. C'est pas très utile. On a quand même besoin de vie. Après, il y a des approches de type comparaison d'espaces verts ou le long de gradients divers et variés. Alors, on a appris plein de choses sur comment composer des espaces verts plus diversifiés, quelle taille ils doivent avoir, etc. Mais c'est vrai, en termes d'aménagement, c'est pas super utile. On peut pas mettre des parcs partout, on peut pas agrandir leur taille à l'infini. Donc, c'est assez limité. Et l'approche la plus utilisée, c'est l'approche de gradient, où on utilise des gradients de densité artificialisation, qui sont souvent très mal définis et qui sont souvent abordés en termes d'aménagement dans le cadre du débat land sharing, land sparing, où on propose une forme d'urbanisation très compacte avec des espaces verts d'un seul tenant à des formes plus lâches avec beaucoup de végétation interstitielle. Mais en fait, c'est un débat qui est biaisé à la base parce qu'il y a un énorme problème d'échelle, parce qu'en fait, en land sharing, on est obligé de favoriser l'étalement urbain puisqu'on a une densité d'habitation plus faible pour la même population. Et en plus, ça occulte le fait que pour une même densité d'habitation ou même pour un même pourcentage d'artificialisation, on peut avoir des formes urbaines extrêmement différentes qui impliqueront des conditions environnementales extrêmement différentes pour la biodiversité qui y habite. Donc le message n'est pas clair. Est-ce qu'il faut densifier, pas densifier, comment? Donc globalement, il y a de nombreux auteurs qui soulignent que la caractérisation des milieux urbains en écologie urbaine est bien trop grossière. Pour illustrer ça, moi je travaille sur une review dans laquelle je montre que la plupart des articles en ornitho-urbaine, enfin une bonne partie des articles en ornitho-urbaine, définissent jamais les gradients qu'ils utilisent, n'intègrent pas de covariables, se fichent du contexte à plus large échelle, de l'hétérogénéité spatiale, etc. Donc, ça a amené pas mal de gens à penser que les écologues devraient étudier la ville au regard d'outils plus précis et mobilisables par les urbanistes, comme les typologies ou les métriques liées aux formes urbaines. Alors, les typologies, c'est assez simple à comprendre. En fait, les villes, ce n'est pas des zones homogènes spatialement. On y retrouve plusieurs types. Par exemple, de l'habitat résidentiel, et encore, on voit plusieurs sous-types, de l'habitat collectif, du centre-ville historique, des habitants en îlot, des zones industrielles, etc. Il peut y en avoir plein. Et même pour ces différents types, en fait, on peut les faire varier en termes de densité de bâti. Et du coup, ça fait varier évidemment les conditions environnementales pour les espèces. Et quand on augmente la densité de bâti, on fait forcément varier aussi des tas d'autres choses, des tas d'autres métriques, la densité des rues, leur orientation, l'orthogonalité, la hauteur du bâti, la composition de la végétation, les densités de végétation, etc. Donc, on peut décrire les villes avec des centaines et des centaines de métriques et on peut décrire les villes de manière extrêmement précise. À cela, il faut ajouter encore des métriques de connectivité, l'âge des espaces verts, etc. Enfin, il y a des tas de covariables à ajouter et ça fait beaucoup. Et on se retrouve vite dans des situations comme ça où on a toute une palanquée de métriques qui sont extrêmement corrélées les unes aux autres et on a besoin d'identifier lesquelles sont plus importantes pour les processus biologiques qu'on étudie. Et souvent, en fait, le commun des statisticiens appliqués, enfin des biologistes, ils ne savent pas trop comment faire. Donc, c'est ça ma question. Comment faire quand on a trop de prédicteurs
et qui sont souvent fortement corrélés au collinéaire. Alors, moi, je connais quelques solutions, mais je ne suis pas statisticien. La première, évidemment, c'est d'utiliser sa tête. Il faut améliorer l'échantillonnage. Si on choisit des sites qui sont plus comparables, et ben, on diminue la variance. C'est plus simple, on prend en compte les facteurs confondants. On peut augmenter la taille d'effectif, mais c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. On peut sélectionner les variables les plus pertinentes à partir de nos connaissances ou de tas d'indices, les corrélations, le vif. On peut faire des clusterings, des RDA, tout ce qu'on veut. Après, on peut faire vraiment ce que j'appelle du bricolage, utiliser des ratios ou numériser des variables catégorielles ordinales pour gagner quelques degrés de liberté. On peut évidemment créer des variables synthétiques via des composantes, des analyses en composantes principales, ou via des approches beaucoup plus poussées comme les approches ACE de Breiman et Friedman, ou des approches type Transcan développées par Frank Harrell, où, si je comprends bien, globalement, on utilise chaque prédicteur est prédit tour à tour par l'ensemble des autres prédicteurs, on y applique des transformations et on cherche quelle est la combinaison prédicteur transformation qui prédit le mieux le reste des données. Mais on arrive quand même sur des trucs assez ardus qui ne sont pas à la portée de tout le monde. On peut faire de la sélection de modèles, de l'inférence multimodèle, mais pareil, c'est pas toujours très clair. C'est pas enseigné généralement aux écologues. C'est pas très clair de savoir comment on fait. Et on commence à rentrer dans des trucs qui sont plutôt du domaine du prédictif, ce qui implique potentiellement de faire de la validation croisée. Et ça aussi, c'est un peu intimidant pour la plupart des utilisateurs. Les régressions pénalisées type lasso ou Ridge, Ridge notamment est réputé plutôt robuste à la collinéarité, mais pareil, si on tune les hyperparamètres, ça implique de devoir faire des validations croisées nichées, et là, ça commence à devenir à vraiment faire trembler les jambes des utilisateurs lambda. Ou alors, on peut utiliser d'autres types d'approches, des random forest, des analyses multivariées, mais on n'est pas toujours très au clair sur leur robustesse à la collinéarité ou s'il faut faire de la validation croisée, comment, et est-ce qu'on ne perd pas des choses en termes d'interprétabilité. Donc voilà, moi, mes questions, c'est quelles sont les autres solutions qui existent? J'imagine qu'il y en a plein. Est-ce qu'il y a des choses abordables? Et surtout, est-ce qu'il n'y aurait pas des gens parmi vous qui seraient intéressés pour organiser des formations là-dessus? Parce que clairement, c'est un problème qui touche absolument tout le monde et les gens essaient de se dépatouiller un peu comme ils peuvent et souvent, c'est pas de manière très propre statistiquement et c'est un peu dommage. Je pense qu'il y a une grosse demande et pas uniquement sur la formation sur une méthode en particulier, mais peut-être sur l'ensemble des approches qu'on peut utiliser, sur la philosophie qu'il y a derrière, pourquoi telle ou telle approche. Et voilà. Merci de votre attention. Il y a des questions. Sans vouloir faire de pub inutile, je pense que les approches de type SCGLR thématique seraient tout à fait pertinentes, où tu peux avoir des thèmes sur la structure des bâtis, un thème sur les connectivités, j'en sais rien, etc., et essayer de trouver des composantes pertinentes pour essayer de prédire au mieux la biodiversité dans tes villes. Moi, je pense que le problème, il est très compliqué du point de vue des données. C'est-à-dire que si tes données elles sont corrélées, ça veut dire que tu pourras jamais séparer l'effet de l'une de l'autre. Même, donc si on veut prédire, on va pouvoir prédire au mieux, trouver la combinaison de variables ou des méthodes sophistiquées qui vont prédire au mieux. Mais si tu veux essayer de comprendre, il y a pas de. En fait, de mon point de vue, tu peux pas vraiment, parce que si tu observes systématiquement deux variables qui covarient, tu n'as aucun moyen de savoir laquelle est responsable. Donc, en termes d'interprétation après coup, quelle que soit la méthode que tu vas choisir, tu vas te payer le fait qu'elles sont corrélées, quoi. Et donc, tu vas en choisir une, tu sauras pas, enfin, tu vas la choisir sur des raisons de elle prédit mieux, par exemple, des choses comme ça, mais ça te dit pas que c'est elle la responsable. Et les solutions, c'est la causalité, mais la causalité, ça va être enfin, ça va te demander de changer ton protocole, de faire des expériences. Je pense que intrinsèquement, je vois pas comment il peut y avoir une solution
qui résout ce problème. Ouais. Mais peut-être je me trompe, hein. Je suis assez d'accord et personnellement, je m'en rends compte, mais je pense qu'en fait, il y a beaucoup d'utilisateurs en biologie et c'est encore pire dans d'autres disciplines, notamment en SHS, où le niveau de stats est encore plus faible et qui se rendent pas forcément compte de ça et qui vont peut-être employer des solutions mal avisées comme des régressions stepwise et croire comme que la combinaison de variables qui sont sélectionnées sont les variables réellement importantes pour faire de l'inférence et pas et en fait il y a un problème je pense de compréhension globale de comment ça fonctionne et de la différence entre inférence et prédiction mais qui mériterait du coup d'être peut-être un peu mieux explicité parce que pour beaucoup je pense que les cours de stats datent d'il y a longtemps et ils n'ont pas toujours été de qualité assez variable et c'est pour ça que pensais, j'aimerais bien quelque part en fait que quelqu'un ou développe un truc un peu plus à jour et global là-dessus. Juste pour rebondir sur ce que Marie-Pierre vient de dire, je pense que la causalité ici peut être l'inférence causale peut être une solution, pas seulement au travers d'expériences, même si c'est un peu le standard en or, mais au travers en rendant des hypothèses causales sous-jacentes à un modèle clair, avant même de faire un modèle statistique, ça permet d'avoir une interprétation où on favorise l'une des deux variables collinéaires sur base d'une compréhension scientifique ou théorique et pas purement statistique. Et c'est juste qu'alors tu dis, donc ça, c'est notre inférence causale, donc ça, c'est l'effet de telle variable sur telle autre, quand on fait l'hypothèse que c'est ça qui cause ça. Enfin, je pense que souvent, le problème de la collinéarité n'est pas vraiment un problème, ça demande juste de sortir des stats et de réfléchir en termes des connaissances qu'on a dans le domaine. Je pense souvent on a posé le problème, la collinéarité comme un problème purement statistique, alors qu'en fait, avec des considérations plus field spécifiques, enfin, voilà, du domaine, tu peux souvent dire si c'est l'une ou l'autre qui est a priori importante, même si statistiquement, ça peut donner l'impression qu'il y a un problème. Et c'est justement quelque chose dont je parlerai cet après-midi dans la petite introduction à l'inférence causale. Bah, c'est le genre de choses il y a des solutions même sans avoir de design expérimental quoi, pour ce genre de choses. Mais c'est simplement plus que du pur statistique, une façon dont on exprime nos hypothèses ou nos assumptions derrière un modèle, chose que souvent on fait absolument pas et qu'on laisse tout à fait implicite et puis on se dit ah mince, j'ai plein de collinéarité. Donc, je pense qu'il y a des solutions. Moi, je me demandais dans ton cas si c'était vraiment important en fait de savoir quelle variable est la cause justement, parce qu'on peut s'imaginer que si elles sont corrélées, c'est en fait qu'au cours de ton développement urbain, si tu t'en développes une, l'autre est développée aussi forcément. Du coup, en fait, savoir quelle est vraiment la cause initiale, est-ce que c'est vraiment important? Si voilà, ouais, je sais pas si tu as compris, mais Ouais, je pense que oui. Alors, je pense que c'est assez vrai dans certains cas, effectivement. Si on, pour rester sur les formes urbaines, tel type de tissu urbain va toujours amener la même combinaison de variables et du coup, il y aura toujours la même corrélation entre telle ou telle métrique. Mais c'est pas, je pense qu'il y a des cas où c'est pas le cas. Et en fait, là, il y a de plus en plus une demande très forte de la part des élus, des aménageurs, de tous les acteurs opérationnels pour avoir pour savoir comment faire pour maximiser la biodiversité à des échelles très fines en ville. Et on a besoin, je pense, de comprendre quels sont, alors peut-être pas tout l'effet de chaque facteur et d'identifier tous les facteurs causaux, mais quand même d'identifier certains des facteurs les plus pertinents aux échelles qui sont pertinentes pour les urbanistes. Et ouais, oui, enfin, je sais pas pourquoi je parle, mais certes. D'accord, merci. On va passer à la suite.
Donc, Anna Doisy. Ouais. Anna, tu nous Oui, entends? bonjour. Oui, je suis en ligne, vous m'entendez? Ouais. Attends, je te laisse partager? Ouais. Ouais, c'est bon. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Merci. Eh ben, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici, même si du coup je vous suis en distanciel et que je vous vois pas. Je suis à La Réunion, c'est pour ça que je pouvais pas venir en métropole comme ça. Je suis consultante scientifique en méthodologie expérimentale et en analyse de données statistiques. Et du coup, justement, je travaille avec des personnes qui font de la recherche et qui sont pas spécialisées en statistiques et qui veulent améliorer leur démarche expérimentale. Et ça fait 5 ans que je fais ça. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le projet qui me tient le plus à cœur depuis que j'ai commencé à travailler et que le GDR, il a accepté de me financer. Un grand merci au GDR. Du coup, avant, je me présentais comme biostatisticienne, mais je n'interviens pas seulement sur la partie qui concerne les analyses de données, en fait. J'interviens sur toutes les étapes du projet, depuis la création d'un projet jusqu'à la fin, comment on va valoriser les données. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'articulation entre toutes ces étapes d'un projet de recherche et comment faire que ce soit fluide. Donc, entreprise individuelle, et je vais inventer 3 méthodes. Je suis de collaboration de recherche. Je fais aussi des conseils, donc accompagnatrice d'équipes de recherche ou des accompagnements individuels pour des chercheurs, mais aussi des associations ou des entreprises qui font du développement. Et je suis formatrice aussi, donc formatrice principalement sur R. Et aujourd'hui, c'est ma petite casquette. Vous connaître mieux, je vais vous faire un petit image, mais au vu du temps que ça risque de prendre et peut-être des couacs, je préfère. Je me suis, j'ai arrêté. Enfin, je me suis dit de pas le faire. Et en fait, dans mon expérience, là où ça coince le plus souvent, c'est au niveau de la cohérence entre les données qui ont été récoltées et la question de recherche. Du coup, déjà, je vous fais pas le sondage, hein. Juste posez-vous la question si vous avez un de vos projets en ce moment qui est en phase de construction ou phase de récolte des données, quel est votre niveau de données? Est-ce que les données elles vont permettre de répondre statistiquement à votre question scientifique? Donc, imaginez-vous un petit gradient qui va de 0 à 10. Voilà. Et puis maintenant que vous avez cette petite note, ben, peut-être que vous pouvez vous poser augmenter votre confiance. Donc, je vous ai dit que ma formation, c'est le projet qui me tient vraiment à cœur en ce moment. Et il concerne justement cette phase de recherche qui n'est pas, à mon sens, prise en compte dans mon expérience. Et on en parle très peu, notamment dans mes études supérieures, on m'en a quasiment jamais parlé, à part donner quelques méthodes d'échantillonnage très spécifiques. Et donc, il s'agit de la phase en amont de la récolte des données. Et j'ai envie qu'on en prenne plus. Et j'espère que vous aussi. Donc, c'est un grand projet. Je pense que ça va me prendre plusieurs années à le développer entièrement. J'ai réussi à le découper qui veut venir chacun un module de formation. Donc, le premier, il s'agit de l'école expérimentale dans ce large. C'est pas justement que les méthodes d'échantillonnage ou les expériences à choisir ou quoi. C'est plus large que ça. Il y a aussi tout ce qui va être le suivi et la documentation. Donc là, je vais faire la pub du journal Computo pour parler justement de tout ce qui est R Markdown, Git, enfin tous les outils de reproductibilité, mais aussi modification, tout comme ça. 3 statistiques. Donc, c'est justement comment faire pour que les modèles choisis soient cohérents avec le projet expérimental. C'est je vois beaucoup de gens qui viennent voir au moment où les données sont déjà récupérées. Ah mince, et genre pallier à ce besoin. Dernier axe, un peu plus dans ma tête, c'est la recherche laboratoire. Du coup, quand soit on subit des données, c'est pas nous qui les avons récoltées,
Donc, typiquement, dans le cas de parfois les sciences participatives, justement, ou les big data, comme ça. Là, je pense que je suis pas assez compétente personnellement pour faire un module entièrement. Peut-être que je demanderai des conseils à d'autres chercheurs. Donc, pour cette année, je commence par le protocole expérimental. Pour moi, c'est logique de commencer par là. Et c'est sur la création de ce volet qu'intervient le financement du GDR de cette année. Je veux que ma formation elle soit applicable pour les personnes qui font de la recherche expérimentale et qu'elles prennent en compte leur réalité. Alors, j'ai commencé par poser un objectif le plus réaliste possible. Donc, c'est évaluer des améliorations de son protocole expérimental pour optimiser entre la question de recherche et les données mesurées. Bon, alors, mais du coup, ça sert à quoi concrètement de prendre ce temps-là? Donc, ça permet d'avoir une direction et de la clarté pour y aller. Je vois le protocole un peu comme la carte pour aller jusqu'à son objectif de recherche. Et si je ne sais pas où je veux aller, ben, il y a peu de chances que le hasard m'y mène. Ça va être aussi pour pouvoir s'organiser et suivre des évolutions, pour gagner en efficacité, pour anticiper où sont les problèmes éventuels. Ça va permettre d'améliorer la reproductibilité, comme j'ai dit, et la traçabilité des données, pour pouvoir communiquer notamment au sein de son équipe. Ça va permettre aussi de raconter l'histoire du projet d'une manière synthétique, pour le communiquer à l'extérieur, mettre du sens, et augmenter la valeur perçue et sa capacité à publier. Un travail clair et de meilleure qualité va permettre de toucher plus de monde. Donc voilà, c'est pas une condition suffisante, mais pour moi, elle est nécessaire. Et ça fait plein de bonnes raisons de prendre soin de son protocole, mais pour parvenir à trouver un angle d'attaque pour raconter ce que je voulais, j'ai vraiment galéré. J'ai passé 2 mois avec mon cerveau, je pouvais pas mettre sur off. Mais heureusement, j'ai fini par trouver une méthode. J'ai repris tous mes projets passés depuis 5 ans. Je n'ai pas compté précisément, mais j'en ai au moins 100 ou 150 que j'ai touchés de près ou de loin. Je les ai tous repris un par un. Et je me suis dit que j'allais garder mes tout préférés, mais ceux pour lesquels ça a été le plus fluide, le plus confortable, qui sont parvenus jusqu'à la publication grâce à ça. J'en ai gardé juste 5. Et c'était pas du tout des choix objectifs, hein. J'ai cherché l'ensemble des éléments qui étaient présents dans ces 5 projets et qui manquaient dans les autres. Les éléments ensemble qui manquaient dans les autres. Et j'ai tout schématisé, j'ai créé un template de protocole qui est tout le cœur de la formation. Voilà, donc maintenant j'ai ça, j'ai vraiment le sentiment d'avoir quelque chose qui a du sens et j'ai vraiment envie de l'apporter au monde et je veux faire ça en lien avec mes valeurs. Donc la première, pour moi c'est hyper important que ce soit une formation qui ait lieu en coopération et en pédagogie active. Je veux pas un truc descendant comme à l'école. Construire les axes d'amélioration des participants en leur propre expérience. Je veux utiliser le doute sain. Ceux qui me connaissent peut-être un petit peu savent que je milite pour le doute sain et donc ça nécessite de redéfinir le cadre de la démarche expérimentale. La transparence et le partage, donc pour cela, mes supports seront en open source. L'écologie et la durabilité, pas seulement au niveau mondial et systémique, mais aussi au niveau de chaque humain. Pour moi, l'écologie, c'est aussi l'écologie personnelle et c'est prendre soin des humains qui font de la science. Parce que je vois beaucoup d'humains qui ne vont pas très bien. Voilà. Si jamais ça vous parle, que vous vous sentez en phase avec mon intention, ça ferait vraiment très plaisir que vous veniez me le dire et aussi que vous partagiez ces idées-là avec vos collègues qui pourraient en avoir besoin. Et donc, voilà comment ça va se passer. Donc, j'imagine une version différente de la formation, une en distanciel pour la métropole et une en présentiel. Je pourrais aussi potentiellement faire des voyages en métropole, mais ça, c'est à négocier. J'ai pas encore complètement fixé la durée de la formation, donc ce sera entre 9 et 12 heures pour le module protocole, hein, sur 3 ou 4 demi-journées. La première session aura lieu la semaine du 4 décembre. Si jamais ça vous intéresse de vous inscrire, ben, la date limite, c'est le 15 novembre. À partir de 4 personnes, je maintiens la première session. S'il n'y a pas 4 personnes qui sont inscrites d'ici là, je reporterai. Et pour être sûr que les participants, je vais bien pouvoir répondre à leurs besoins, enfin que la formation doit bien répondre à leurs besoins, je vais demander un petit entretien de 15 minutes avant la validation de l'inscription pour pouvoir mieux vous connaître. Voilà, vous savez où j'en suis de ce projet. Et pour me contacter, du coup, oui, j'ai oublié de vous dire,
que je suis dans un organisme de formation certifié Calliope. Donc, les financements entreprises ou recherche peuvent être pris en charge par les OPCO pour des financements de l'entreprise. Pour des financements propres, je pense faire une réduction de l'ordre de 40% pour les gens qui sont en leur nom propre. Pour me contacter et avoir un programme de formation, vous pouvez m'envoyer un mail. Si vous avez juste envie de vous tenir au courant de loin, vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou vous abonner à ma newsletter. Je vous ai mis un petit QR code là, que je remettrai juste après. Mais avant, je remercie énormément le GDR EcoStats de m'avoir permis de me lancer de ce projet-là. Serait resté il y a encore quelques années dans mes tiroirs avant que je le lance, je pense. Je veux remercier aussi la dizaine de chercheurs et statisticiens qui m'ont fait des retours et qui contribuent au travail sur cette formation. Je suis accompagnée aussi par une formatrice de formateurs en pédagogie active. Et ça, c'est vraiment, vraiment très structurant. Et il y a mon réseau d'entrepreneurs qui me soutient. Donc, merci à eux et surtout, merci à vous pour votre participation et votre attention. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Il y a des questions. Pour le coup, c'est très naïve l'idée de ce qui est doute sain. Est-ce que tu peux juste définir rapidement? Oui, c'est une expression que qui vient de moi, donc c'est normal que je ne sais pas. Pour moi, c'est l'état d'esprit du chercheur en expérimental. En fait, je vois chaque croyance comme un curseur, un peu comme un bayésien, et on peut y croire à fond, ou pas du tout. Mais en fait, quand on est bloqué à une extrémité ou à un autre, soit à une probabilité de 0 ou de 1, eh ben, on peut plus se remettre en question, on peut plus évoluer, on peut plus apprendre. Et du coup, pour moi, ce qui est important, c'est que d'un point de vue général, pas que dans la science, c'est de décoincer nos curseurs et avoir des croyances qui soient... Je sais pas si je suis claire. Je Et fais rire Stéphane. pour dire ça, position juste Ouais. C'est d'être coincé dans une croyance. C'est vraiment est-ce que là l'exemple qui me vient, c'est il m'arrive de converser avec des chercheurs qui sont absolument certains qu'ils ont plus rien à apprendre sur la démarche expérimentale. Du coup, alors tu sais, très bien, mais je ne peux rien t'apporter. C'est donc c'est pas est-ce que c'est malsain? Je pense de mon point de vue, oui. Mais, je pense que c'est discutable. Chacun, justement, c'est une question de valeur. D'accord, merci. On va passer à la suite. Merci. Du coup, tu peux arrêter ton partage. Ouais, j'essaye de voir. Oui, c'est ça. Super, merci. Mise en abîme. The last, hein? Yes, the last. Courage. On y est presque. Ah. Donc, bonjour à tous, moi c'est Thibaut Couturier, je travaille au CEF en tant qu'ingénieur de recherche. Et donc je vais vous faire une présentation aujourd'hui sur les écostatisticiens et en quoi c'est des métiers qui sont pertinents pour travailler à l'interface entre recherche et gestion, conservation. Alors ça ne passe pas. Ah oui, se cache du bas.
Ah, yes. Dans un contexte de sixième crise de l'extinction de masse des espèces, il est important de suivre les tendances, donc estimer des paramètres de tendance, de distribution des espèces avec une bonne précision et avec des estimations qui soient non biaisées. Bon, j'ai mis un petit exemple en fait d'utilité de suivre ces tendances. C'est des listes rouges d'espèces menacées. Donc là, ce document-là qui vient tout juste de paraître avec la liste rouge des espèces d'araignées menacées en France, qui fait état de 170 espèces menacées, avec un exemple d'une espèce classée en danger à droite, la Dolomètre des roseaux. Deuxième grand enjeu aussi, c'est d'évaluer toutes les stratégies, l'efficacité des mesures de gestion et de conservation qui sont mises en place sur les espèces, et notamment en se dotant de plans d'échantillonnage qui soient adaptés. Si je reprends le cas de la Dolomètre, voilà l'habitat qu'elle occupe. Donc des milieux de tourbières qui sont gérés par le Conservatoire des espaces naturels Hauts-de-France et qui bénéficient actuellement d'un programme Life Plus pour restaurer ces habitats de tourbières. Donc l'importance d'évaluer l'efficacité de ces mesures de gestion sur la conservation de ces habitats et notamment de la Dolomède que j'évoquais à l'instant. Bon voilà, on l'a vu tout au long de ce GDR, un tas de nouvelles méthodes, technologies qui sont déployées, donc que ce soit les caméras trappe, suivies par robot, etc., et toutes les méthodes analytiques qui en ressortent. Alors, bon, à titre d'exemple, j'avais pris le programme avant le GDR et j'avais noté tous les termes qui paraissaient un petit peu obscurs. Bon, puis voilà, maintenant je suis parfaitement au clair sur tous ces événements, ou presque en tout cas. J'espère que vous aussi. Bon, voilà, pour illustrer le fait effectivement qu'il y a beaucoup de méthodes qui sont déployées, que tout ça, ça peut être assez complexe, et c'est là encore plus pour les gestionnaires d'espaces naturels qui, si pour nous c'est difficile, pour eux c'est encore plus compliqué de naviguer dans toute cette jungle de méthodes et décider lesquelles utiliser, à quel moment. Gestionnaires qui n'ont pas nécessairement le temps ni les compétences de faire de consulter la littérature scientifique. Voilà, et si on se place du point de vue plutôt académiques, bon, c'est pas très sexy, effectivement, quelqu'un qui est en train de faire du code, du coup, je suis un petit peu déguisé, mon collègue. Les questions qu'on se poser, c'est comment essayer de rester en phase aussi avec les besoins, les questions des gestionnaires, alors que voilà, les scientifiques sont quand même pas mal poussés à produire des connaissances scientifiques sur de larges échelles spatiales et temporelles. Comment évaluer l'efficacité de mesures de gestion et de conservation, déterminer si elles répondent aux besoins, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'initiatives de rencontres quand même entre le milieu, on va dire, académique et puis les gestionnaires, praticiens de la conservation, on va dire. Bon, réunion actuelle GDR EcoStat, bon, effectivement, plutôt dans la sphère académique, il y a quand même assez peu de représentants hors académiques. Il y en a quelques-uns, mais c'est de loin la majorité. D'autres initiatives, là, j'avais assisté il y a quelques années à un colloque qui s'appelait, voilà, qui visait en fait à rassembler gestionnaires d'espaces naturels et puis scientifiques autour de questions autour du changement climatique. On peut citer aussi notre initiative là en 2020 où il y avait vraiment eu cette volonté de dynamiser les interactions entre chercheurs et porteurs d'enjeux. Donc une initiative qui avait été lancée à Montpellier. Donc voilà, c'est super ces rencontres. Donc c'est des initiatives qui néanmoins restent relativement ponctuelles. Donc on va parfois identifier les besoins, les verrous éventuels en fait pour travailler ensemble, mais qui permettent assez rarement de faire un travail de fond. Donc, finalement, voilà, donc j'ai repris ici, donc il y a toute une littérature assez foisonnante en fait sur le fossé entre recherche et son application en termes de conservation. Bon, voilà l'exemple d'un schéma là où effectivement on voit bien la science qui est mise à l'écart de la société qui comprend à la fois les décideurs et puis tous les citoyens avec leurs valeurs, leurs connaissances locales, comportements. Bon, problème dans cette sphère, dans mon figure, la gestionnaire d'espaces naturels. Décideurs qui sont, d'ailleurs, vous le voyez ici, parfois un petit peu déconnectés aussi de la société. Voilà, donc on voit effectivement ce fossé-là, et c'est bien illustré dans ce schéma conceptuel. Donc voilà, moi, tout l'enjeu de cette présentation, c'est aussi de vous montrer quelques exemples, en fait, de comment on peut créer des espaces d'interaction entre chercheurs et gestionnaires en appuyant donc, sur 2 cas d'études. Donc le premier, c'est celui sur lequel je travaille depuis 2018, donc, qui est l'opération française, le CEF, qui vise à un appui méthodologique et statistique d'espaces protégés.
Donc avec de grands objectifs, donc c'est concevoir mettre en œuvre des opérations scientifiques et puis capitaliser les travaux réalisés pour diffuser à l'ensemble des gestions d'espaces naturels. Donc des espaces, une représentation des espaces protégés en France, bah, elle n'est pas exhaustive, mais voilà, c'est globalement sur l'ensemble de ces espaces que je suis amené à travailler. Alors, le fonctionnement de cette coopération, il se veut vraiment bottom-up, en fait, où l'idée, c'est vraiment de faire remonter les besoins des gestionnaires des espaces protégés. Donc, que ce soit en termes de suivi, de mesures d'efficacité de gestion, de conservation, sur tout un panel de taxons. Donc, on les fait remonter au travers d'appels à manifestation d'intérêt réguliers. On sélectionne certains sujets selon leur pertinence scientifique, mais pas que, donc selon pas mal de critères. Je ne rentre pas trop dans les détails. Et puis voilà, c'est souvent un peu ce schéma moi, que j'utilise pour un peu comme fil directeur, en fait, où vraiment l'objectif de cette coopération, ça va être de reprendre une opération scientifique dans sa globalité. Donc avec les conséquences identifiées à la question scientifique, parce que bien souvent les gestionnaires arrivent avec une multitude de questions, peu de moyens finalement. Définir la méthode, le plan d'échantillonnage qu'on va mettre en place, les temporels, le processus de collecte de données, d'analyse, et la rédaction d'un rapport méthodologique qui fait état de toutes ces étapes. Bon, globalement, j'ai mis juste une petite liste rapide des méthodes qu'on mobilise dans ce cadre-là. Donc, en général, c'est des méthodes, entre guillemets, assez simples. Voilà, puis bon, moi, ce que ça mobilise de mon côté, c'est aussi, voilà, je le disais tout à l'heure, toute l'analyse biblio associée aux taxons, aux enjeux méthodologiques, etc. Puis évidemment, des compétences en statistique tout au long des étapes, et notamment lors de l'élaboration du plan d'échantillonnage, à l'analyse de données. Et j'ai mis aussi les petites paires de jumelles qui symbolisent aussi l'importance de l'expertise aussi, donc de s'associer aussi d'experts, de scientifiques, que ce soit sur les méthodes ou sur les taxons en question. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui se fait en collaboration étroite au quotidien avec à la fois les gens qui vont traiter les données, les services scientifiques, les experts des taxons, etc., etc. Alors ça, c'était le premier cas d'étude. Un deuxième que je voulais vous présenter assez rapidement, c'est la coopération qui existe depuis plus de 20 ans maintenant entre l'OFB, donc historiquement l'ONCFS, et le CEF, sur la gestion des grands carnivores. Donc, alors des collaborations qui vont porter sur la définition des questions de recherche, avec voilà, tous ces axes de recherche qui sont déployés, des tests, le travail sur les hypothèses des modèles, l'analyse des données, la valorisation sous forme d'articles ou de rapports, et puis bien souvent aussi des co-encadrements à la fois de stagiaires, de thésards, de post-doc, etc. Et ce que je voulais un peu souligner en fait dans ce cas d'étude aussi, donc c'est le recrutement là depuis 2020 une chargée de recherche à l'OFB, donc Sarah Baudouin, qui ne pouvait pas être présente ici, et qui en fait passe la moitié de son temps au CEF et la moitié de son temps à l'OFB. Juste une brève illustration en fait du type de projet qui est conduit là dans ce contexte. Le projet ERC Lynx, donc ERC, c'est éviter, réduire, compenser le risque de mortalité du lynx par collision. Donc, un outil qui se veut vraiment un outil d'aide à la décision pour évaluer l'impact d'aménagement routier et paysager sur les lynx, et qui donc va s'appuyer sur tout un panel, tout un tas de modèles de simulation de population, outil qui a été développé, il me semble que c'est sous Shiny, avec et pour les acteurs du territoire. Donc, il y a vraiment ce travail de co-construction avec les porteurs de projets, les acteurs du territoire. Voilà, puis un projet en fait qui va mobiliser à la fois des organismes publics et des associations. Voilà, je fais très rapide sur ces deux cas d'études. Vraiment, moi, le petit message clé qu'on voulait faire passer, c'est vraiment l'idée de provoquer, d'avoir vraiment des espaces d'interaction entre recherche académique et puis gestionnaire d'espaces naturels ou praticien d'environnement en sens large. Donc, dans mon cas de figure, ça passe par pas mal sur le terrain, en fait, avec les gestionnaires, experts des taxons, etc. Et puis, on voulait aussi illustrer le fait, l'intérêt pour Sarah aussi de passer à moitié du temps en fait à l'OFB, moitié du temps au CEF. C'est aussi d'avoir des échanges avec les collègues en fait des deux univers. Et puis, voilà, on aime bien les pauses café dans l'équipe, donc je voulais aussi mettre en avant aussi ce petit article qui
qui fait la promotion de toutes des pauses café à la française, on va dire. Voilà, si je reprends le schéma conceptuel de tout à l'heure, cette fois-ci avec une science qu'on veut davantage intégrer au sein de la société, davantage en interaction avec les décideurs, gestionnaires, etc. On met en place, on travaille vraiment sur la construction d'agendas de recherche, le partage quotidien de connaissances et tout ça qui va entraîner toute une cascade de bénéfices, de transfert de compétences et qui peut amener à de nouvelles questions de recherche, etc. Donc tout ça, c'est une expérience qui est quand même assez stimulante pour tout le monde. Voilà, petite promotion aussi. Cette présentation, elle est un peu inspirée là d'un article qu'on a récemment publié là, avec des membres à la fois de l'OFB et à la fois du CEF. Voilà, donc si vous voulez lire plus en détail ce qu'on raconte, il est disponible en ligne. Et puis le c'est possible au gestionnaire qui fait un peu la promotion de l'existence, ce qu'on a appelé des ingénieurs écostatisticiens qui vont permettre un peu de faire le relais, le pont en fait, entre chercheurs et puis praticiens. Il y a plein d'autres modalités qui existent, interface, recherche, gestion. Là, c'est deux petits cas d'études, mais voilà, j'ai mis cette diapo pour finir, pour susciter la discussion, si jamais vous avez d'autres cas d'études à faire remonter. Et puis, si vous avez des questions sur ces deux cas d'études, je serais content d'y répondre. Je me face à votre interaction avec les gestionnaires, à quel niveau, enfin vous parlez de la question du protocole, Ouais. des analyses, à quel niveau ils ont besoin de plus d'expertise? Bonne question. Je pense que en fait, vraiment à tous les niveaux, je ne fais pas d'exception. Alors après, dépendamment des sujets, en fait, mon investissement il va être plus ou moins fort sur certaines étapes, en fait. Dans la plupart des projets, l'identification de la question au départ, c'est vraiment, j'y passe vraiment beaucoup de temps, c'est-à-dire beaucoup d'allers-retours avec eux, beaucoup de réunions, parce qu'en fait, c'est ça, on part souvent de rien de définir les paramètres qu'on va étudier, ce qu'on va travailler sur l'abondance, la distribution. Ça prend vraiment du temps, ouais. Je pense que selon les sujets, il y en a où ça va être beaucoup sur les définitions du plan d'échantillonnage. Après, le plan d'analyse de données va être assez simple. D'autres sujets où ça va être plutôt l'inverse, où le plan d'échantillonnage il est très clair au départ, et puis après, par contre, l'analyse de données, on développe des choses assez complexes. Des cas d'études d'ailleurs de personnes dans la salle, d'anciens étudiants qui ont beaucoup travaillé sur, par exemple, du développement de modèle en site occupancy multi-espèces qui, pour le coup, a fait l'objet d'un stage long en analyse de données, quoi. Donc, c'est très divers. Ouais. Ah non, pardon. Ah oui, non, mais il y a une question. Alors, Racine, en fait, je trouve que déjà, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour ça. Je pense qu'il manque une bulle. Là. Il y a les chercheurs, les gestionnaires, et il manque en fait la formation. Et dans la formation des étudiants, il y a des tonnes de projets qui sont mobilisés, donc ils ne seront peut-être pas à la conception, ils ne vont pas aider pour ça. Mais des projets qui les motivent un petit peu. Et là, typiquement, il y a une mine des niveaux de formation différents, avec des niveaux d'analyse demandés qui sont différents. Il y a une mine en fait de données qui sont où les gens n'ont pas forcément le temps, etc. Puis d'un autre côté, des masses d'étudiants où les enseignants cherchent des projets. Et je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à créer, à mobiliser un petit peu ces forces-là dans plein de formations différentes. Évidemment, les formations d'écologie, mais pas que, parce qu'il y a une volonté maintenant de mettre de plus en plus de formations à la transition écologique, des choses comme ça dans formation. Et il faudrait vraiment essayer de réfléchir à comment on rajoute cet acteur-là et trouver un espace d'interaction pour mobiliser ces forces-là, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, bon, après, dans l'équipe aussi, on a une solide formation, on l'exploite assez bien. Effectivement, bon, il y a pas mal de projets qu'on met avec les étudiants, mais pas que aussi. J'allais dire aussi, peut-être la formation aussi des gestionnaires en tant que tels. Donc, on travaille notamment aussi là, un plan de formation naturelle, soit en statistique ou même juste sur des notions un peu générales, comment suivre, etc. Ah oui, bon ben voilà. Ok, on en a plein des projets.
Du coup, les plutôt commentaires, merci pour la présentation parce que pour ceux qui étaient là hier matin à l'atelier biodiversité sur le campus de la Doual, justement, l'idée c'était de réunir des acteurs autant de, du coup, la acteurs qui font la sur des espaces verts, des enseignants et essayer de générer des projets et comment est-ce que par exemple on peut utiliser de la LBO dans les enseignants, comment est-ce qu'on peut conseiller ces étudiants journalistes sur éventuellement mettre en place, quels sont les freins, etc. Donc c'est génial d'en parler d'air. Et je voulais aussi parler rapidement sur l'université qui est des cours où ils vont faire avec du piège barbeur, du travail là-dessus. Et donc, on amène ces études sur différents espaces du campus pour évaluer la biodiversité en fonction des différentes pratiques. Et donc, il y a vraiment un côté cette année qui justement essaie de mettre en lien des acteurs de la recherche et des acteurs plus entreprises et privés. Donc, ça commence à évoluer. Que voilà, ça naît dans les esprits et d'avoir des présentations comme ça qui expriment le besoin d'être plus en lien avec l'humanité et de travailler avec eux, en fait. Merci Thibaut. Je voudrais en fait notamment la remarque de Marie-Pierre. C'est que en fait pour le coup donc Aix-Marseille Université pour ceux qui ne le savent pas et région PACA, donc on a quand même pas mal de parcs et de réserves. Et il y a des gestionnaires et des conservateurs de réserves qui cherchent à avoir des liens plus étroits avec les universitaires. Et le truc, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver la porte d'entrée. C'est-à-dire que moi, pour le coup, je travaille beaucoup avec eux. Je fais passer l'information aux collègues que je connais, parce que n'étant pas enseignante, j'ai pas les mains dans la formation. Et pour le coup, ils savent juste pas à qui parler, en fait, à qui s'adresser, à qui contacter. Ils ont envoyé des mails, bon, souvent qui restent sans réponse parce on a des foisons de mails. Donc il y a aussi peut-être juste trouver un guichet qui puisse faire circuler cette information. Ça, c'est une première, une première chose. Et la deuxième chose, c'est zut. Oui, que quand tu dis d'être plus intégratif et sur la co-construction, pour le coup, les petits exemples assez récents que j'ai sur les études que j'essaye de mener, notamment avec le département ou des réserves, c'est que ça fait tout le temps intervenir d'autres disciplines finalement, que je peux pas rester dans mon entre-soi disciplinaire. Et que ça, je trouve que c'est assez difficile aussi de faire intégrer déjà plusieurs disciplines scientifiques et après de les emporter avec nous pour aller parler avec les gestionnaires dans une langue qui se comprend à peu près entre chacun. Et, et voilà, je ne sais pas si tu as des, des pistes, mais... Pas tellement, non, mais oui, effectivement, c'est après parler, enfin, ce que tu dis assez bien, ouais, parler un langage commun, du coup, voilà, faut vraiment avoir une culture scientifique aussi et partagée. Ben, on parle d'écostat pendant cette formation, donc c'est vrai au moins partager le vocabulaire, en fait, de se dire, bon, voilà, qu'est-ce que c'est un paramètre d'abondance, faire un indicateur de confiance, rien que ça, en fait, il y a du travail à faire, quoi. Alors, en interdisciplinaire, oui, je pense que c'est encore une autre dimension. Moi, je n'y suis pas beaucoup confronté, mais ouais, j'imagine que ça doit être un autre challenge. Ouais. Hmm. 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 Ouais. Ah ok. En plus, c'est maladroit. J'ai une petite remarque juste sur la représentation que tu fais de bottom-up, en fait. C'est assez marrant parce qu'on a souvent l'idée que le top, enfin, le haut, c'est le top, quoi. Et tu parles de co-construction et en fait, c'est un peu comme si le bas, c'était finalement Ouais. pas... Ouais, c'est vrai. Et voilà, Moi, c'était plus, là, c'était plus dans l'idée de l'échelle en fait, locale, en fait, où on essaie vraiment de faire remonter les besoins locaux. Euh, en, en opposition, en fait, ou par exemple, genre le déploiement, par exemple, de protocoles nationaux, où effectivement, on va essayer de répondre à des questions à large échelle sur des tendances nationales, par exemple, d'effectifs, etc.
Donc là, moi, c'est vraiment plutôt cette idée on part vraiment du local et on essaie de faire remonter ces besoins locaux. Donc, effectivement, c'est peut-être un peu maladroit de le représenter comme ça. Au début, en plus, je l'avais mis dans l'autre sens. Puis je dis, oh non, je vais faire partir du bas pour remonter. Mais... De quoi? Ouais, c'est vrai. Ok. Il peut y avoir un sens à la gauche et la droite, ouais.